Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous suivre. Bienvenue aux 20h sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, la première session ordinaire de la 7e législature a officiellement pris fin cet après-midi. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, dresse le bilan de cette session dans ce journal. Élection municipale, le chef de file de l'opposition politique CFOP juge positif le bilan de sa participation au scrutin. Il déplore tout de même certaines dérives. Lutte contre l'incivisme en milieu scolaire. Bientôt, la réintroduction de l'éducation civique dans des modules d'enseignement. Selon le ministre de l'Éducation nationale, le projet est en cours d'élaboration. La première session ordinaire de la 7e législature a pris fin ce 30 mai 2016. Le bilan de cette session se résume à l'adoption de plus d'une quinzaine de lois, de plus de 2 résolutions, plusieurs questions orales, avec ou sans débat, 40 questions transmises au gouvernement sur la vie de la nation. Des précisions avec Hassan Nakrou. C'est en présence du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement que l'Assemblée nationale a clôturé sa première session ordinaire de l'année 2016. Une session au cours de laquelle plusieurs lois ont été adoptées. L'ensemble des honorables députés ont été à la hauteur de leurs tâches. Et ce qui nous a permis de voter 17 lois de cette première session, 2 résolutions et surtout traiter les questions orales avec ou sans débat posé au gouvernement. En plus de ces lois et résolutions prises, les députés ont également soumis au gouvernement au cours de cette session un certain nombre de questions relatives à la vie de la nation. Également, nous avons transmis au gouvernement, comme je disais, 40 questions sur la vie de la nation pour appréhender tous les phénomènes qui se posaient à notre peuple. Pour le président de l'Assemblée nationale, les députés n'iront pas définitivement en vacances car une session extraordinaire est en cours sur la ratification de la loi des finances. Comme vous le savez, nous avons eu affaire à une loi rectificative des finances qui a établi le budget actuel. Mais pendant que nous traitions de cette loi rectificative des finances, des besoins nouveaux, des recettes nouvelles ont fait leur apparition et nous ne pouvions pas les utiliser sans passer par une autre loi rectificative des finances. Et mon entretien avec le Premier ministre a porté sur le contenu de cette future loi rectificative des finances et la période à laquelle elle sera soumise à l'Assemblée. Donc nous espérons qu'avant fin juillet, nous aurons en face, nous aurons à partir du gouvernement une proposition de loi rectificative des finances. Il faut noter que cette première session de la 7e législature a débuté depuis le 2 mars 2016 et a porté sur les questions d'intérêt national. Et c'est sur une note de satisfaction que les députés ont clôturé cette session et l'ouverture de la prochaine session ordinaire est prévue pour le mois de septembre 2016. L'opposition est satisfaite du bilan de sa participation aux élections municipales du 22 mai. Face à la presse, le chef de file de l'opposition a dénoncé ce matin de graves dérives. Il déplore, je cite, l'utilisation de la violence et accuse le parti au pouvoir d'avoir orchestré une grande corruption électorale. Fin de citation. Plus de précision avec Hassan Nakrou. Face à la presse, les partis de l'opposition politique burkinabé ont fait le bilan de leur participation aux élections municipales du 22 mai passé. Un bilan jugé globalement satisfaisant au regard du nombre de conseillers enregistrés. Le bilan est satisfaisant, et bien qu'il soit encore mitigé, parce que n'étaient les pratiques dont je viens de parler de la part du parti majoritaire, le bilan aurait pu être nettement meilleur. Et ces élections devaient consacrer la victoire de l'opposition sur le parti majoritaire et ses alliés. Mais compte tenu des pratiques dont je viens de parler, l'achat de conscience, l'intimidation et surtout les dénis de justice et la violence, nous avons constaté que nous avons engrangé plus de 6 000 conseillers municipaux, ce qui ne s'est jamais vu au niveau de l'opposition de la 4e République. L'opposition politique accuse le parti au pouvoir
d'avoir manipulé les électeurs lors de ce scrutin du 22 mai 2016. Il s'agit pour l'opposition d'abord de noter que même si les élections se sont bien déroulées de façon générale, il y a eu de graves dérives qu'il fallait dénoncer. La première dérive, c'est l'utilisation de la violence et surtout le fait de cette violence est le fait du parti au pouvoir et de ses alliés. Deuxièmement, il s'agit de montrer que ces élections représentent pour nous un recul démocratique grave. En plus des violences constatées, il y a le fait que le MPP, le parti au pouvoir et ses alliés ont utilisé largement l'argument de l'argent, l'argument donc de l'achat de conscience. En ce qui concerne les élections en cours dans certaines localités du Burkina Faso, l'opposition dit attendre de pied ferme la décision de la CENI et du Conseil constitutionnel, car pour le CFOP, seules les listes validées pourront prendre part à ces élections. Poursuivons avec l'enquête sur le putsch du 16 septembre 2015. Edi Komboego, le président du CDP, l'ancien parti au pouvoir, bénéficie d'une liberté provisoire après 4 mois de détention. L'information a été confirmée à Burkina Info par l'une des cadres du parti, Juliette Bonkungu. Incarcéré en janvier 2016, Edi Komboego est poursuivi dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État manqué. Le président du CDP avait été arrêté et placé en détention à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ou Maka. Le mouvement des jeunes pour la paix, MJP, veut contribuer à la gestion du pays. Après le putsch du 15 septembre, cette organisation a proposé des recommandations formulées en plaidoyer pour une meilleure gestion du pays, tant sur le plan politique qu'économique. Avant la remise de son plaidoyer, 3 membres du MJP ont entamé hier une grève de la faim pour montrer leur détermination à faire changer les choses au Burkina Faso. Le reportage est signé Mahmad Sangari. Dans le but de faire prendre en compte certaines de leurs préoccupations sur la gestion du Burkina Faso, des membres du mouvement des jeunes pour la paix MJP observent une grève de la faim depuis la matinée du dimanche 29 mai 2016. Une grève qui, selon le coordonnateur, va permettre au MJP de mieux se faire entendre des autorités. Lors de la création du code électoral, on a déposé des plaidoyers au niveau des autorités. Et quand le code électoral a été créé, il y a eu d'abord des gens qui ont été comme ça écartés dans les élections présidentielles. On a demandé encore à ce qu'on ait un consensus politique, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous avons encore des plaidoyers, puisque après le coup d'État du 16 septembre, nous avons mis en place 4 commissions. Et ces commissions ont fini de travailler. Et nous avons les plaidoyers que nous voulons déposer auprès des autorités. Voilà pourquoi est-ce que nous avons préféré d'abord faire grève de la faim pour montrer que c'est du sérieux ce que nous sommes en train de faire avant de déposer ces plaidoyers. La présente grève de la faim court jusqu'au 31 mai prochain et au terme de la grève, le mouvement entend soumettre un plaidoyer aux autorités burkinabées. Un plaidoyer qui s'articule autour de 3 points essentiels. Aujourd'hui, quand on regarde au Burkina Faso, d'abord dans les élections municipales, on a vu ce qui s'est passé. Au Burkina Faso, nous sommes au moins 18 millions d'habitants et aujourd'hui, le taux de participation aux élections municipales a été rabaissé. C'est qu'il y a un problème politique. Donc ce problème-là, il faut les régler. Mais comment il faut les régler? Donc nous avons apporté les solutions dans nos plaidoyers que nous allons déposer auprès des autorités. La commission économique, c'est qu'aujourd'hui, ça ne va pas au pays. Tout le monde pleure, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ça ne veut pas dire qu'avant, il pleuvait d'argent. Nous avons besoin des investisseurs pour régler nos problèmes économiques. Donc, pour les régler aussi, nous savons que si nous n'avons pas passé par là, nous pouvons régler ces problèmes. La troisième commission, c'est le social. Entre nous, Burkinabés, ça ne va pas. Aujourd'hui, quand vous regardez, on parle de l'incivisme. L'incivisme, ça vient d'où? Aujourd'hui, il n'est pas l'heure de chercher comment est-ce que c'est venu. Mais il est l'heure de chercher comment est-ce qu'il faut bannir ça dans la société. Il faut noter que ces grévistes, au nombre de 3, sont logés dans l'enceinte de la cathédrale de Ouagadougou. Après une première tentative en fin mars sans succès, le président du Parti pour le Rassemblement et la démocratie, Harouna Diko, a déposé une lettre de dénonciation ce 30 mai 2016 contre l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida pour gestion désastreuse de la transition. Il décrit le cas des parcelles comme étant la preuve la plus patente de cette gestion.
Ce sont plus de 243 514 candidats aux examens du BEPC, du CAP et du BEP qui iront cette année à la conquête de ces 3 diplômes du 1er juin au 13 juillet prochain. Le ministre de l'Éducation nationale a fait le point de l'organisation des examens. Jean-Martin Koulibaly a jugé le niveau des préparatifs satisfaisant malgré quelques difficultés rencontrées. Des précisions avec Gaël Rodrigue. Les épreuves écrites et pratiques des examens scolaires du BPC, du CAP, du BP ainsi que du CP se tiendront du 1er juin au 13 juillet 2016. Cette session enregistre plusieurs innovations, dont l'introduction de la langue kassina dans les évaluations du primaire. Au niveau des examens du primaire, d'une meilleure prise en compte de l'enseignement bilingue dans les évaluations de fin de niveau primaire et de l'introduction du KASSEM, la langue kassina de Bouroussi de Pau, pour la première fois dans l'évaluation des candidats concernés par cette langue. Il s'agit également de l'administration des épreuves écrites du CEAP et du CAP dans les chefs-lieux de province au lieu des circonscriptions d'éducation de base comme d'habitude. Et enfin de l'informatisation des résultats de toutes les SED en vue de faciliter leur traitement et leur archivage. Au niveau du secondaire, des innovations sont aussi à signaler. Les innovations ont porté sur le conditionnement des épreuves du second tour du BPC dans des enveloppes de couleurs différentes afin d'éviter leur ouverture par inadvertance, comme cela a pu parfois être le cas dans les années passées. De la délivrance de relevés de notes aux candidats admis comme ajournés, contrairement à ce qui se faisait jusque-là, et enfin de la poursuite de l'informatisation des jurys du BPC sur 429 jurys. 329 seront informatisés. Par contre, pas de changement concernant les mesures tendant à contrecarrer les éventuels cas de fraude. Le dispositif habituel, je crois que sur ces dernières années, nous n'avons pas enregistré de fraude dans nos examens. Nous continuons de pratiquer ce qui marche bien. Donc, nous n'avons pas changé vraiment de choses. Nous avons pris des précautions habituelles de notre réunion et nous espérons qu'elles seront encore cette année suffisantes pour éviter les fraudes. Le budget total de ces examens 2016 est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Y aura-t-il examen de fin d'année à Nagaré et à Gunguin? Le ministre de l'Éducation nationale a répondu à cette interrogation. Selon lui, des mesures pour la délocalisation des examens scolaires dans d'autres centres ont été prises. D'autres mesures, notamment la réintroduction des cours d'éducation civique dans les modules d'enseignement, sont en cours d'élaboration. Des détails avec Gaël Rodrigue. L'incivisme des élèves de Nagaré et de Gunguin dans le Kouritenga a été au centre de la conférence de presse du MENA. En attendant une issue définitive à ce phénomène, des mesures conservatoires ont été prises. Il s'agit, entre autres, de la fermeture des établissements concernés jusqu'à nouvel ordre, de l'ouverture des enquêtes judiciaires pour situer les responsabilités, dans la survenue des manifestations et appliquer la loi dans toute sa rigueur, du suivi psychologique des victimes, de la délocalisation des examens scolaires dans d'autres centres, de la tenue des conseils de discipline et enfin de la relecture des textes portant organisation des contrôles de connaissances. À la question des journalistes de savoir pourquoi les enquêtes sur Nagaré évoluent difficilement, le ministre de l'Éducation nationale, dans sa réponse, l'attribue à l'absence des portes de sécurité dans la localité. Ce qui a fait principalement que ces dossiers sont retardés, c'est parce que la police, la sécurité, n'était plus présente pour constater le flagrant délit qui nous aurait permis d'arrêter séance tenante les fauteurs avant d'engager même les enquêtes. Dès lors que ça ne s'est pas fait au moment où les événements ont eu lieu, après ce n'est plus du flagrant délit, c'est la procédure judiciaire normale qui s'enclenche et qu'il faut accepter de suivre. L'incivisme doit être combattu avec la dernière énergie, a laissé entendre Jean-Martin Koulibaly. Et bientôt,
un cours sur le civil sera introduit dans le programme d'enseignement. Question que nous devons prendre de façon plus large. Il faut qu'à tous les niveaux, au niveau social, nous revenions aux valeurs qui sont les nôtres. L'éducation fera sa part des choses, donc c'est question de réintroduire des cours ou en tout cas des enseignements sur le civisme sont à l'ordre du jour, sont en train d'être examinés par nos cabinets. Le ministre a par ailleurs informé la presse que les enseignants qui ont vu leurs biens saccagés par les élèves ont été dédommagés depuis la semaine dernière. La Fédération estudiantine scolaire pour l'intégrité du Burkina Faso, FESIBF, demande aux autorités d'ouvrir une enquête sur la disparition de Dabo Boukari et des autres crimes en milieu estudiantin. Lors d'un point de presse, l'organisation a également tiré la sonnette d'alarme sur les conditions de vie et de travail des étudiants dans les universités du pays. Le point avec Mahmad Sangari. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité du Burkina Faso, FESIBF, dans sa mission régalienne qui est de défendre les intérêts moraux et matériels des élèves et étudiants burkinabés, a tenu une conférence de presse ce lundi 30 mai 2016. Conférence au cours de laquelle la Fédération a invité les autorités à faire toute la lumière sur le dossier judiciaire de l'affaire Boukari Dabo, ainsi que ceux des autres étudiants et élèves qui ont été victimes d'assassinats. Les assassinats de Zigani Blaise, Zigani Emile, Flavien Nédier, Guillaume Sessouma, sans oublier Dabo Boukari qui a été abattu lâchement par les ex-éléments du régiment de sécurité présidentielle. Des individus sans scrupules ni conscience qui sont en pleine jouissance de leur liberté. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement d'ouvrir dans les plus brefs délais une enquête sur ces crimes qui ont été de trop dans le monde universitaire afin que les coupables soient punis à la hauteur de leur forfait. Pour la fédération, les conditions d'études des élèves et étudiants burkinabés sont peu satisfaisantes. À cet effet, elle a demandé aux autorités de se pencher sur les problèmes d'infrastructure au niveau des établissements scolaires et universitaires du Burkina Faso. En outre, la FESIBF, par ma voix, lance un appel clair aux autorités de se pencher véritablement sur les problèmes qui minent le système éducatif burkinabé en général. Il est inconcevable qu'en plein 21e siècle, nos universités continuent de fonctionner de façon archaïque et révolue. Nous pouvons illustrer cela par le constat de l'UFR LSH, l'ex-sciences humaines de l'université de Koudougou qui a vu des documents estudiantins partir en fumée. Et à Aboubakar Ouattara d'indiquer que la FESIBF entend mener des actions fortes et concrètes dans les jours à venir pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants et élèves burkinabés. Les rideaux de la 12e édition de la Semaine nationale de l'Internet SNI 2016 se sont officiellement levés ce lundi. La SNI, c'est plusieurs activités. Demain aura lieu le lancement officiel de la campagne d'initiation aux technologies de l'information et de la communication. Suivons ces précisions avec Paulin Yabuogo. TIC et développement durable, c'est le thème qui a été choisi pour la 12e édition de la Semaine nationale de l'Internet. Une semaine durant, les acteurs des technologies de l'information et de la communication se pencheront sur l'utilisation de l'Internet. La 12e édition a plusieurs activités et nous avons tenu à faire une conférence sur le thème même, sur l'environnement durable. Et on a beaucoup de conférenciers qui sont venus, qui sont des experts de ce domaine et qui sont là pour donner l'information à la population, comment il faut modérer dans l'usage, surtout du papier. Pour cette 12e édition de l'Internet, de nombreuses innovations sont à noter. Nous avons intégré le Forum national de la gouvernance de l'Internet pour traiter des questions liées à cette problématique de la gouvernance de l'Internet. Donc ce forum aura lieu le jeudi. Et juste avant le forum, nous allons lancer le concours de détection de talents qu'on appelle le génétique. Qui serait à sa 2e édition. Et le vendredi, nous allons faire la journée du thème de l'état de l'art. Il y aura une sortie de promotion de l'ancienneté et des panels
panels sur la sécurité éthique, des panels sur la migration technologique. À cette occasion, le ministère en charge de l'économie numérique et des postes va procéder ce 31 mai au lancement d'une campagne d'initiation au TIC qui permettra d'initier 15 000 jeunes à l'outil informatique. La campagne d'initiation à l'utilisation de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication sur 38 localités. Donc, le comité national d'organisation vise à former 15 000 jeunes pendant cette semaine nationale de l'Internet. Et la semaine même, le lancement même de la semaine, c'est demain au CAO. Donc, on a prévu lancer la campagne d'initiation qui va pour une semaine durant pour former les 15 000 jeunes au niveau des 38 localités du pays. Cette campagne d'initiation vise à sensibiliser non seulement les usagers des TIC, mais aussi à promouvoir le développement durable. Les habitants de Boudry, dans le Ganzougou, dénoncent le non-respect des engagements pris par les responsables de la société La Mine d'Or Tanlouka SA. Ils lui reprocheraient de n'avoir doté le village d'aucune infrastructure sociale. Les membres de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ ont rencontré la presse pour informer l'opinion publique de ce problème. Le reportage est d'Ibrahim Zongo. Au menu de cette rencontre entre l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ et la presse, une situation de mésentente entre les habitants de Boudry dans le Ganzougou et le responsable de la mine d'or Tanlouka SA. La cause, c'est que M. Pierre Tapsoba et sa société Tanlouka SA a pris la principale source de revenus de la localité et ses environs. Il s'agit du site aurifère de Pousguin, un village de la commune de Boudry. Selon la délégation de la population venue de Boudry, le sieur Pierre Tapsoba, propriétaire de la dite mine, aurait promis de doter le village de certaines infrastructures sociales et aurait même autorisé la population d'exploiter une partie du site de façon traditionnelle. Mais contre toute attente, c'est la compagnie républicaine de sécurité qui serait venue déguerpir les exploitants artisanaux en novembre 2014 et aurait mis le feu aux installations aux alentours du site. Plus de 200 boutiques sont parties en fumée. Mais le feu a fait quand même 3 jours pour caricaturer l'ampleur des dégâts et que rien n'est resté des boutiques. Aujourd'hui, les populations concernées disent ne pas être contre la société, mais demandent que les promesses soient tenues par son premier responsable. Le cas échéant, il faut bien leur permettre de poursuivre leur exploitation artisanale. Il avait promis des choses qu'il allait réaliser, des centres de santé, des écoles, mais il n'a rien fait pour eux jusqu'à présent. Au contraire, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'être brimés par la société. Et pour eux, si la société doit être là sans leur rien apporter et au contraire les brimer, c'est mieux qu'elle parte. À travers cette conférence de presse, donc, l'ODJ dit vouloir prendre l'opinion publique à témoin et demander aux autorités compétentes de se pencher sur les situations. Autre actualité, un atelier de formation sur la gestion intégrée des frontières s'est tenu aujourd'hui à Ouagadougou. L'activité organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD vise à l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant l'amélioration des échanges. Mouniratou Guiro Lougué pour plus de précisions. En collaboration avec le ministère en charge de la sécurité, le Programme des Nations Unies pour le développement a tenu un atelier de formation sur la gestion intégrée des frontières. À cet effet, 3 grandes zones formant le G5 Sahel bénéficieront d'une assistance technique. La région de Bassi-Koumou, comprenant la Mauritanie et le Mali, le triangle Liptako-Gourma, composé du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la région du lac Tchad, Niger et Tchad. Les solutions pour le maintien de l'ordre dans les communautés frontalières ont également fait l'objet de propositions. Une meilleure interaction avec les populations locales est requise pour mieux les intégrer aux efforts de maintien de l'ordre et aussi pour protéger et promouvoir
le commerce transfrontalier qui est indispensable à la protection de leurs moyens d'existence. Pour le représentant du ministère de la Sécurité, cet atelier constitue l'aboutissement d'une série de dialogues sur la sécurité. Cet atelier vient à point nommé parce que c'est les prolongements, n'est-ce pas, de la conférence internationale sur la gestion intégrée des frontières qui a eu lieu à Bamako courant la deuxième semaine, n'est-ce pas, du mois de mars. Et également, il vient également consécutivement à une visite d'études qui a été effectuée en Lettonie sur la même thématique, permettant, n'est-ce pas, au G5 Sahel de s'inspirer de l'expérience de ce pays-là. L'objectif de l'atelier est d'apporter un soutien aux autorités nationales des 5 pays du Sahel en matière d'élaboration et de mise en œuvre des stratégies visant l'amélioration des échanges. Hors de chez nous, au Sénégal, les chambres africaines extraordinaires ont prononcé le verdict du procès Hissène Habré. 25 ans après sa chute du pouvoir, l'ancien président tchadien, jugé par un tribunal spécial, a été reconnu coupable de viol, mais également de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il a été condamné à la prison à vie. Dans le camp des partis civils, c'est la joie qui domine après plus de 26 ans de lutte judiciaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.